Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin pour ce webinaire Repérer et accompagner les salariés en difficulté avec les compétences de base, organisé par votre délégation Uniformation en partenariat avec l'ANELCI dans le cadre des JNI. On va aborder différents points concernant l'illettrisme, notamment déjà sa définition avec M. Raoul Lucas, sociologue et historien de l'éducation renommé. Et on parlera ensuite de la professionnalisation des acteurs avec Mme Jasmine Dijoux, directrice de l'Institut de l'illettrisme et des langues de l'océan Indien. Ensuite, on essaie de répondre aux questions comment repérer, mobiliser et quel parcours avec Madame Aline Bombard, référente nationale sur l'illettrisme à Uniformation, et Anaïs Boroviac, chargée de mission nationale à l'ANELCI. Et enfin, on abordera les outils développés par l'ANELCI, notamment Evagile, ainsi que l'offre de services d'uniformation. Comme je vous le disais en introduction, donc ce webinaire a été fait en partenariat avec l'ANELCI, notamment Monsieur Benjamin Gérard, qui est adjoint du sous-préfet de la cohésion sociale et à la jeunesse, mais également délégué régional de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Malheureusement, il ne peut pas être avec nous ce matin, il le regrette et s'en excuse. Donc, il a eu une difficulté liée au Covid. Il m'a indiqué hier soir qu'il n'y avait pas de souci à ce que je vous l'évoque. Donc, il souhaitait quand même mettre en avant 2 points. Le premier, c'est le chiffre actuellement qu'on a concernant l'illettrisme à La Réunion. Il y a environ 120 000 Réunionnais qui seraient en situation d'illettrisme, qui représentent à peu près 23% de la population du territoire, donc c'est quand même un chiffre important. Et que ça montre l'enjeu qu'il y a derrière cette notion d'illettrisme. Et il souhaitait aussi mettre en avant les actions qui sont mises en place donc, dans le cadre de la semaine des JNI 2021. C'est un peu plus de 50 actions qui sont organisées sur le territoire de la Réunion. Vous retrouvez sur le site de l'ANELCI le détail de chacune de ces actions. Et donc voilà, c'est une semaine qui est chargée sur les différentes donc actions dans le cadre de l'illettrisme. Donc il s'excuse à nouveau et il espère que la prochaine fois il pourra être parmi nous. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet en parlant de l'illettrisme, de ce que c'est, de ce que les différentes comment je pourrais dire, définitions, puisqu'il y en a plusieurs finalement de l'illettrisme, les différentes dimensions. Je vais laisser la parole à Monsieur Lucas, qui j'espère va pouvoir nous entendre. Monsieur Lucas va arriver dans quelques secondes. Ah. Nous abandonne. Bonjour. Non, il va arriver. Nous avons trouvé une solution technique, donc il va arriver. D'accord, bon. Je vais... Voilà, ça y est. Je vais patienter. Voilà. Bonjour, je suis devant de nouveaux postes. Oups. Attendez, pardon. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ben, c'est parfait. Donc, je garde quand même mon téléphone avec moi, alors, et les ordinateurs dans notre bureau. Donc, s'il y a un souci, vous allez pouvoir me joindre. J'ai mon téléphone à côté de moi. Pas de souci. On vous écoute, Monsieur Lucas, pour votre partie. Très bien. Donc, écoutez, je vous remercie de m'avoir invité. Je salue les collègues qui sont là et que en distanciel. J'ai 15 minutes, donc je vais organiser mon propos en 2 ou 3 temps. Alors, le premier temps, je crois qu'il est bon de rappeler que l'illettrisme charrie depuis toujours des représentations, que ces représentations vont peser sur les connaissances qu'on a de ce phénomène et que, en conséquence, ça va avoir des répercussions sur les solutions qu'on peut mettre en place. Alors, partons d'une définition simple. Comment peut-on définir l'illettrisme? Eh bien, c'est un phénomène qui est évolutif. Ça, il faut absolument le comprendre. En fonction de l'évolution et de l'exigence de la société, les difficultés d'un certain nombre de personnes à répondre à ces exigences vont évoluer parce qu'elles vont être confrontées à des difficultés nouvelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cet illettrisme est polymorphe. Alors, si on utilise un autre terme, ça veut dire qu'elle va prendre des formes tout à fait différentes. C'est la raison pour laquelle, dans les travaux qui sont les miens,
je recommande plutôt de parler d'illettrisme au pluriel. Et une fois qu'on a dit ça, il faut tirer un certain nombre de conséquences, notamment lesquelles. C'est que pendant très longtemps, au niveau international, quand bien même cette notion est très franco-française et qu'elle est contestée au niveau international, parce qu'elle est de toute façon tout à fait intraduisible, elle s'applique dans le débat public en France à la fin des années 70, au début des années 80, et La Réunion étant un département français, elle va se retrouver aussi appliquée à La Réunion et préférentiellement utilisée pour désigner tous ces phénomènes de désapprentissage, tous ces phénomènes de méconnaissance des savoirs de base. Donc, j'étais en train de vous dire que pendant très longtemps, la grande idée pour faire face à ces difficultés était de s'embarquer dans des campagnes d'alphabétisation ou dans des plans en supposant qu'il y avait là une réponse qui était une réponse qu'on pouvait faire standard en direction des publics que nous avons. Cette idée, à partir des travaux qui ont été faits au niveau national et international, et ici également, ont montré que cette idée, eh bien, elle a été battue en brèche, et que, en fait, on regarde, il y a différents types d'illettrisme, et donc il y a différentes formes d'illettrisme, et donc il y a différents publics qui sont concernés par ces difficultés-là. Donc, si vous voulez, deux exemples tout à fait récents. Je ne vais pas prendre des exemples dans ma vie antérieure. Je sais pas quelle est la génération de gens qui sont là, mais je vais m'en tenir à un petit élément de mon parcours, de ma biographie. Quand je m'embarque dans un doctorat d'État, au départ, je suis basé à La Réunion. Et donc, mon directeur de thèse est à Paris. Le meilleur moyen, enfin le seul moyen, pas le meilleur moyen, le seul moyen de communiquer avec lui, c'est d'écrire et puis de poster et puis d'attendre que sa réponse arrive. Mais dans les dernières années de mon travail de thèse, qui changera après, mais ça c'est pas là l'objet, le fax intervient. Alors, pour les jeunes générations, le fax est sans doute quelque chose, un appareil qui est préhistorique. Ça ne sans doute pas ce que c'est. Donc, mais vous, pour tous ceux qui l'ont connu, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que dès le moment où au départ c'était des rouleaux, donc dès le moment où je passais par des rouleaux, où j'envoyais mon texte, eh bien, en fonction de sa disponibilité, il pouvait me répondre dans la journée ou plus tard le lendemain, ou un peu plus tard, mais c'était pour des raisons de disponibilité et non pas de raisons de flux ou d'échange d'informations. Alors, je vais pas arrêter là, mais donc, à cette époque, surgissent ce qu'on a appelé ici des gabiers. Ça veut dire tout simplement un acronyme qui avait été fait à partir donc des communicants du Crédit Agricole de La Réunion, qui était guichet automatique bancaire, et ils ont créolisé ça a donné gabier. Bien. Bon, donc, qu'est-ce qu'on faisait de ces gabiers? Ces gabiers nous offraient la possibilité d'aller retirer de l'argent. Aujourd'hui, les systèmes informatiques et la digitalisation de notre société font quoi? Font que ces systèmes informatiques et ces gabiers, si on les appelle encore ainsi, eh bien, vous avez toute une palette de services qui vous sont proposés et qui sont secondairement, mais c'est pas tout à fait mon propos là, mais qui sont proposés comment en décharge, en suppression de contacts physiques avec un certain nombre donc de conseillers de banque ou d'agents de banque. Donc, est-ce que vous vous êtes rendu compte bon, il m'arrive d'aller à la banque qui est la mienne, soit donc pour consulter mon compte, soit pour déposer un chèque, soit pour déposer de l'argent, soit pour en retirer. Et je suis assez frappé d'une chose qui fait que, à plusieurs reprises, je me suis retrouvé avec des gens qui sont venus vers moi en m'expliquant qu'ils n'avaient pas leur verre, leurs lunettes, et que donc ils étaient handicapés pour pouvoir faire les opérations qu'ils devaient faire. Bon, je veux bien qu'un certain nombre d'entre eux aient effectivement oublié des lunettes, mais
ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et finalement, je pense ne pas être dans une hypothèse complètement fantaisiste en vous disant qu'il y avait là peut-être des manières donc de contournement des difficultés qui étaient les leurs pour utiliser ces appareils informatiques. Donc nous étions là à la digitalisation de cette société, et dans cette digitalisation de cette société, vous voyez ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, donc avec le Covid. Donc les publics qui sont en difficulté sont des publics que les publics qui sont en difficulté sur les savoirs de base vont avoir se surajouter des difficultés supplémentaires qui sont difficultés supplémentaires qui sont causées, ces difficultés-là, par l'évolution de la société. J'arrête sur ce point en insistant sur le fait que j'avais commencé à vous dire que c'est une réalité évolutive. Je viens de vous en faire une démonstration assez courte, et je voudrais que pour tous ceux qui nous écoutent, on sorte de notre tête que vous et moi, pour ceux de ma génération, nous ne sommes pas nés avec l'informatique, nous ne sommes pas nés avec des téléphones portables dans nos poches ou dans nos mains, mais avoir un téléphone portable ne signifie, et donc pour les jeunes qui sont nés avec ces technologies-là, et qui en ont un, deux, ça ne signifie nullement qu'ils maîtrisent l'outil numérique. Donc, comme naguère, il a fallu longtemps, des dizaines d'années, à expliquer, notamment à l'éducation nationale, notamment en France, qu'on pouvait sortir du système éducatif en ne maîtrisant pas les savoirs de base, et donc rentrer tout de suite dans ce qu'on appelait alors l'analphabétisme. Eh bien, je crois qu'il est important d'insister sur le fait que aujourd'hui, c'est pas parce que, je vous le redis, c'est pas parce que vous avez un appareil informatique, parce que vous avez un portable, vous avez une tablette, que vous allez pouvoir la maîtriser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne plus précisément ce qui est la thématique de votre intervention ou de votre webinaire, qui est quoi? Qui est entreprise et illettrisme. Eh bien, c'est une réalité dans les entreprises, les travaux le montrent, ici ou ailleurs, enfin ici en France, un peu ici à La Réunion, montre quoi? Que c'est une réalité qui est cachée. Et c'est une réalité cachée parce que on va appeler ça les salariés vont manifester de toutes sortes de stratagèmes pour ne pas montrer les difficultés qui sont les leurs dans les savoirs de base, dans la maîtrise de la lecture, dans la maîtrise de l'écriture. Alors, nous sommes à La Réunion. Donc, nous avons une grande chance pour aider à voiler tout cela et à camoufler tout cela. Donc, nous pouvons à tout moment expliquer à nos interlocuteurs que, vous savez, nous une culture orale n'y gagne pas, enfin, nous n'y préfère causer plutôt qu'écrire. Donc, avec cet argumentaire-là, vous parez à expliquer quoi? À expliquer que il n'y a pas besoin de recours, il n'y a pas besoin d'écrit, qu'il soit par mail ou qu'il soit sous forme papier, puisque nous on préfère évidemment, on est réunionnais, on est créole, on préfère l'oral. Donc là, vous avez, me semble-t-il, un autre stratagème qui est un peu collectif et donc qui masque nos difficultés et notre réticence à l'écrit par la crainte de montrer les faiblesses qui sont les nôtres. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les responsables de cet encadrement moyen et intermédiaire dans les entreprises, de façon générale, ou les grandes directions de ces entreprises, ne sont absolument pas outillés pour aider à déceler cela, à cerner cela. Et donc, ça nous ramène à une difficulté connue, à une difficulté constante, qui est celle de comprendre, d'identifier ces publics plus précisément, et donc faute de les identifier,
être dans des difficultés pour les accompagner et d'être dans des difficultés pour, avec eux, travailler des solutions. Alors, vous me pressez parce que, du coup, je me suis éloigné de l'heure et si mon intervention est trop longue, vous me pressez et je m'interromprai. Alors, donc, aujourd'hui, en 2021, si je devais insister sur 2 ou 3 choses, et je vais m'en aller là vers la fin de mon intervention. Si je devais insister sur 2 ou 3 choses, je dirais quoi? Je dirais que d'abord dans les cadres institutionnels qui gèrent cela, qui ont été connus ces 2 dernières années, ces 3 dernières années, toute une série de transformations. Qui, cela dit, ou cela étant, n'aident pas non plus à la connaissance et au traitement, parce qu'il faut pouvoir les suivre. Et ça, c'est votre travail. Donc, des OPCA qui ont été transformés en OPCO. Donc, tout ça, c'est votre travail. Donc, il y a un cadre. Il y a un cadre, il y a des dispositifs qui existent, il y a, je le dis, donc il y a également des moyens existants, et donc autant de leviers qui peuvent être activés. Mais pour que ces leviers-là soient activés, eh bien, il y a, et je reprends un point que j'ai évoqué à l'instant, il y a une connaissance des publics qui doivent être menés de façon plus fine. Il y a l'idée et la compréhension et la conviction que nous devons avoir en direction du monde économique, qui est celle que cet illettrisme caché, cet illettrisme contourné, cet illettrisme présent mais peu identifié a un coût économique, à un coût en termes d'efficacité, à un coût pour le salarié lui-même, parce que il va multiplier, je le redis, des stratagèmes d'évitement, mais aussi et donc pouvoir dans certaines situations camper sur des refus de mobilité ou de stratégies de défense diverses et multiples pour cacher la difficulté première qui est la sienne. Donc, oui, il y a des cadres, oui, il y a des moyens, mais il y a une méconnaissance, il peut y avoir dans certains domaines une sous-estimation de ce phénomène et de façon générale, une connaissance assez malaisée, je vais dire, de ces publics. Donc, l'année prochaine, il va y avoir, en principe, en 2022, une enquête qui va concerner qui va pas être portée par l'INSEE, donc je passe sur l'acronyme, c'est la fameuse enquête vie quotidienne, qui devrait pouvoir aider à cela. Il y a auprès des anciens OPCA qui ont été transformés, sans doute également des leviers qui pourraient être activés, notamment pour les petites entreprises et les petites structures, pour une typologie de ces difficultés. Mais ça, c'est un secteur qui reste à ouvrir avec les conseillers, et les branches. Ensuite, il y a dans les outils existants, et ce sera sans doute mon dernier élément, là, hein, dans les outils existants, il y a ce que vous connaissez qui s'appelle le CLEA, donc il y a un socle de connaissances, il y a un certificat qui valide ce socle de connaissances, qui peut être mieux activé et en amont de tout crédit de formation que les personnes pourraient solliciter. Et cela suppose qu'il y ait un accompagnement continu, dirais-je, ou en tout cas actualisé, de tous ceux qui, des missions locales, en passant par Pôle emploi, et tous ceux qui sont en relation avec ces publics dans quelques situations sociales ou institutionnelles qui les amèneraient à accueillir, à les entendre, à les évaluer ou à les orienter ou à faciliter leur transition, doivent être
accompagner. Et là, bon, c'est à la fois une réflexion et ensuite une demande qui dépasse le simple cadre qui est le vote, mais dont vous êtes un acteur, parce que vous pouvez aussi en tirer à la fois un bénéfice et agir sur cela, la nécessité d'un centre de ressources comme il existe dans toutes les régions, donc d'un centre de ressources qui actualise les connaissances, aide à mieux travailler certains aspects que des travaux ou des études devraient pouvoir montrer pour permettre un meilleur accompagnement de tous ces publics et en restant en allant vers ma conclusion, en ce qui concerne les structures, faire comprendre aux entreprises, si elles ne l'ont pas encore intégré, mais peut-être qu'elles l'intègrent. Donc, il y a là un coût économique, pour parler tout simplement aller dans ce domaine. Il y a des difficultés au travail, inévitablement, et il y a des situations qui sont également pénalisantes pour les individus au travail. Donc, en conséquence, si on passe à l'échelle au-dessus, pour le fonctionnement de l'entreprise. Alors hier, moi j'étais, et ça va être mes derniers mots, donc hier j'ai été invité aux journées d'action de lutte contre l'illettrisme, au RSMA, que je retrouverai après avoir ces dernières années, il y a quelques années, j'avais participé au niveau national aux évaluations des SMA, puisque vous vous souvenez peut-être, c'était aux alentours des années 2015, il y avait un débat en France qui était des difficultés des jeunes dans les banlieues et de tous les bords politiques, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, se disaient, mais tant qu'à faire, pourquoi n'empruntons-nous pourquoi n'utiliserait-on pas le dispositif SMA qui existe outre-mer pour pouvoir l'étendre en France métropolitaine. Bon, ça c'est pas fait pour d'autres raisons, mais c'est à ce moment-là que les responsables du SMA dans leur hiérarchie avaient dit mais oui, ok, d'accord, mais enfin regardons d'abord ce que nous faisons, regardons ce qui nous faut également poursuivre nous-mêmes et continuer à travailler, et ensuite on vous soumettra tout ça, et puis vous, les politiques, vous déciderez, et ainsi de suite. Donc, j'avais participé à cette enquête, vous disais-je, et donc à cette étude nationale. Et j'étais très heureux de pouvoir être présent hier au RSMA et dans les situations qui étaient montrées, combien justement, je vais prendre cette expression, ce sera la plus simple, le coût humain dans les réponses qui étaient apportées était extrêmement déclencheuse, donc déclencheur d'une reprise j'allais dire d'études, d'une reprise de travail pour activer que ce soit la lecture, l'écriture ou l'électronisme. Et mon dernier mot, ce sera pour dire, donc j'ai écouté les interventions des autorités qui étaient là, le préfet, monsieur le préfet, madame la rectrice, madame la présidente du conseil régional, et finalement, avec leurs mots propres ou leur vocabulaire qui s'éloignait très peu des interventions des uns ou des autres, montrer la nécessité de changer d'échelle, et je pense que c'est l'expression qui avait été utilisée par madame Bello, présidente du conseil régional. Je crois que oui, il faut changer d'échelle, et elle est très justifiée, et elle est prometteuse aussi de ce qui se fera si on persévère dans cette direction, changer d'échelle et pouvoir travailler et mobiliser également un certain nombre d'institutions qui en principe le sont déjà, peut-être les mobiliser mieux en veillant aux objectifs qui sont donnés, aux résultats qui sont attendus, et ensuite tout le monde de l'entreprise. Voilà ce que je voulais dire dans mes propos. Alors donc je vais rester devant mon écran d'ordinateur et vous me pressing si il y a des questions ou si vous souhaitez que je réintervienne sur certains points. Merci Monsieur Lucas, on vous fera signe effectivement. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Jasmine Dijoux, qui est directrice de l'Institut de l'illettrisme et des langues de l'océan Indien,
qui va nous parler de ses missions. D'accord, vous m'entendez? On vous entend très bien. Merci. La bande passante n'est pas très bien, mais bon, voilà. Si jamais il y a un souci, faites-moi signe, s'il vous plaît. Bien, bonjour tout le monde. Donc, Jasmine Dijou-Lachimi, directrice de l'Institut de l'illettrisme et des langues de l'océan Indien de l'Université de La Réunion. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce matin et je remercie mon collègue Raoul Lucas pour cette belle entrée en matière qui m'offre un vrai tremplin pour mes propos de ce jour. Je vais d'abord vous parler de notre axe d'entrée dans la problématique à l'Institut, puis vous présenter quelques exemples d'offres de formation. Alors, je suis donc très honorée de pouvoir vous exposer nos contributions à cette cause, contributions qu'on voudrait les plus pertinentes possibles et adaptées aux situations d'illettrisme, aux illettrismes inhérents, aux illettrismes, comme M. Lucas appelle l'illettrisme au pluriel, inhérents aux multiples profils des personnes et des salariés en difficulté. Alors, vous avez compris, rien que par le nom de notre structure, l'ILET s'interroge sur les pratiques linguistiques et culturelles des personnes, pour la plupart plurilingues, pluriculturelles dans l'océan Indien, sur le territoire. Les compétences informelles en langue première concernent une langue hybride, souvent, entre français et créole, le créole réunionnais, mauricien, séchellois parfois, malgache, chimaoré et ses variantes, ou autres langues comoriennes. Ce sont souvent des personnes qui n'ont pas la langue française ou très peu en première langue, mais qui ont surtout d'autres bagages, d'autres richesses. Et ces personnes ont développé des compétences à l'oral ou à l'écrit dans cette autre langue. Alors, on entend parfois dire que cette première langue utilisée est souvent vulgaire. Alors, ce n'est pas la question de la langue, c'est la question du registre utilisé. Dans toutes les langues, il y a le registre soutenu, courant, familier, grossier, etc. Et pour nous, à l'ILET, on travaille sur cette idée de faire prendre conscience des différents registres des langues utilisées et d'adapter ce registre en fonction de ce qu'on appelle la situation de communication. Alors, on se demande à l'ILET, mais que fait-on de ces compétences acquises dans d'autres langues? Ces compétences orales, ces apprentissages implicites qui passent par la transmission orale, développés au sein des familles, de son entourage, que ce soit des techniques, par exemple, au niveau du jardinage, de la musique, on apprend la musique sans les partitions, la maçonnerie, la cuisine, la couture, où les mémoires visuelles et orales jouent un très grand rôle. Que fait-on de sa façon de voir les choses, la façon de ce qu'on dit de voir le monde? Que fait-on de ses capacités à faire, à dire, à comprendre? Que fait-on de l'arrière-plan culturel de cette personne, le sens de ses comportements, de ses modes de pensée hérités de la société dans laquelle elle vit? Pour tenter d'approcher au mieux ces questionnements et chercher des réponses pour en faire des atouts, à l'ILET, nous abordons la problématique de l'illettrisme par des entrées socio-linguistiques, linguistiques, culturelles et anthropologiques. Ces éléments nous permettent de dégager des indices pour établir des profils de personnes en difficulté afin de cerner différentes situations d'illettrisme, puisque les cas sont variés, complexes, polymorphes, a dit M. Lucas. Notre priorité, c'est bien de donner sa place aux langues et cultures premières des individus, de comprendre les interactions entre ces éléments pour sortir de ce que Calvé appelle l'insécurité, sortir de l'insécurité linguistique et entrer dans ce que Calvé appelle, la sécurité linguistique et favoriser une entrée apaisée, motivée dans la langue française. Voilà. C'est vrai, il n'est pas de question de dire « mi préfère cause créole, m'a pas besoin à l'écrit ». En fait, c'est bien de faire comprendre. Il nous semble indispensable, en fait, de trouver comment valoriser la personne qu'on appelle allophone au sens large, lui faire comprendre, lui faire prendre conscience de ses acquis, afin de donner du sens à la nécessité d'apprendre la langue française et plus précisément d'entrer dans l'écrit. Pourquoi faut-il entrer dans l'écrit? Pourquoi cet écrit-là est indispensable? Et sans pour autant jeter son oral.
puisque illettrisme, dans sa définition littérale, signifie bien être sans la lettre, sans l'écrit. Donc, il s'agit pour nous d'envisager la question de l'autre côté, du côté de la personne non lettrée. Voilà, passez à la vignette 2, s'il vous plaît. Je vous présente ici le fonctionnement général de l'Institut et nos missions qui s'organisent à partir de la recherche, qui nourrit la formation et l'outillage. C'est un fonctionnement classique à l'université. L'université est engagée depuis de longues dates dans la lutte contre l'illettrisme. Elle fait partie maintenant de la dernière charte partenariale 2011-2015 et nous travaillons actuellement à l'élaboration du plan 3I, illettrisme, électronisme et numérisme. L'ILET s'inscrit dans plusieurs enjeux de ce plan, dont l'enjeu 4, destiné à la professionnalisation des acteurs. Dans cette optique, plusieurs offres de formation ont été développées, d'autres sont en cours de validation, voire de création en matière de professionnalisation des salariés, construites avec les personnes en situation d'illettrisme, après analyse des besoins réels et des attentes du terrain, et en partenariat, et j'insiste, avec les organismes, les institutions, les associations. Vignette 3, s'il vous plaît. Je vais juste vous présenter quelques exemples d'actions. Vous trouverez notre catalogue sur le site de l'ILET. Je dois transférer l'adresse. Alors, l'exemple que je vous propose concerne le pré-DAU, diplôme d'accès aux études universitaires, qui s'appelle « S'accrocher et rebondir ». Alors, je ne sais pas si je vois le… Voilà, merci. Très bien. Excusez-moi, j'arrive pas à voir votre écran. Ah, c'est bon. Alors, s'accrocher et rebondir, c'est notre pari de cette année de faire revenir donc dans le circuit d'apprentissage des jeunes qui sont inscrits à Pôle emploi et qui souhaitent se réinsérer dans ce circuit d'apprentissage et surtout pour valider un diplôme d'accès aux études universitaires. Donc, c'est une remise à niveau pour l'année prochaine. Nous avons en ce moment 10 jeunes, 10 personnes, jeunes et moins jeunes, le plus âgé à 42 ans, et qui vient toutes les semaines, 2 jours par semaine, suivre ces formations. Il y a là un vrai défi puisqu'il y a tout à remettre en place. D'abord, la motivation et reprendre l'apprentissage. Et c'est très compliqué. Mais ça se fait parce que la motivation est là et il y a surtout au bout un projet professionnel et cette volonté aussi d'avoir un diplôme. Donc, le diplôme, ce sera le diplôme d'accès aux études universitaires, donc DAU. À l'université, il y a plusieurs DAU, donc adaptés au projet professionnel de l'apprenant. Dans le DAU que propose l'ILET s'intitule Langue, langage, société plurielle et reste sur notre thématique. Et dans Société plurielle, nous faisons un travail de connaissance de la zone océan Indien où les étudiants, les apprenants construisent un petit, on va dire un résumé, une présentation d'une région de l'océan Indien et surtout apprendre à se connaître. Donc, pour dépasser un petit peu ces représentations, ces préjugés, ces a priori, on est entré dans cette dynamique-là avec le développement d'une culture générale, d'une culture, on va dire, locale, connaissance de son environnement, connaissance de soi et de l'autre. Et donc, à partir de cette entrée, la dynamique est là. Nous avons commencé depuis le mois de juin et avec l'autre groupe, donc DAE, ça fonctionne. Donc, on n'a pas d'absentéisme et la motivation est là et je crois que c'est l'entrée principale. Voilà en ce qui concerne les jeunes qui vont valider ce diplôme, qui est un niveau bac, équivalent à un niveau bac. Le deuxième type de formation, c'est une formation courte de formateurs, d'animateurs, d'accompagnants
Et également, cette année, nous avons réalisé l'atelier d'écriture expressive, donc plusieurs types d'écriture, à destination de personnes qui sont donc, ils ont des conduites addictives. C'est suite à l'appel d'offres de la MILDECA, donc une proposition de la préfecture. Et donc, notre projet a été retenu et nous avons formé cette année des animateurs. Alors, formation hybride, alors c'est beaucoup du présentiel, du même pour pré-DAU, plus du présentiel parce qu'on a besoin de ce contact, et un peu de distanciel puisqu'on a un peu aussi l'emploi de l'outil numérique. Voilà, donc par exemple les mails, aller sur Moodle et aussi comprendre comment et se familiariser en fait avec l'ordinateur et ses logiciels. Donc, je reviens sur l'atelier d'écriture, c'est former des animateurs qui pourraient être des écrivains publics et surtout former des animateurs ou des formateurs ou des accompagnants pour apprendre à apprendre à entrer dans l'écrit. Voilà, là aussi, ça ne s'improvise pas. Et donc, on a fait des ateliers. Donc, par exemple, la création de supports écrits évolutifs, donc des écritures. Donc, sur le modèle Un livre dont vous êtes le héros. Et ce qui a marché également, c'est la réalisation de cartes photolangage qui existent déjà ici, mais avec des images qui ne leur parlent pas forcément, des images, on va dire, voilà, de manière un petit peu plus sur des sites un peu plus larges qui concernent d'autres pays. Et donc, en complément de ces cartes, évidemment, on ne va pas les ignorer. Il y a un travail à faire de ces cartes et sur des cartes réalisées avec des photos prises dans le quotidien, pris sur l'île, sur l'environnement, des choses qui leur parlent directement et qui déclenchent la parole, le langage. Et la formation sur mesure, nous sommes en cours d'élaboration de ces formations. C'est à la demande, là par exemple, je vous présente une demande d'association pour accompagner notamment des services civiques qui ont été retenus dans le cadre de l'accompagnement illettrisme, électronisme et numérisme. Donc, nous recrutons des jeunes qui ont décroché, par exemple, de l'université après le bac, ou alors qui ont fait une année et qui ne trouvent pas leur voie ou qui n'ont pas de projet professionnel défini. Et donc, on travaille à la fois sur la formation de l'accompagnant qui réalise son projet professionnel et cet accompagnant va former, va accompagner des services civiques ou des conseillers en insertion professionnelle ou des animateurs à la demande donc des organismes. Et on a proposé 4 modules et surtout un module de suivi et de bilan pendant et après la formation. Voilà. Donc là, c'est vraiment, on a dit sur mesure parce que tout va dépendre de la demande et le canevas reste quand même cet accompagnement dans l'apprentissage de la langue française. Et donc, on a pris en compte également, puisque les associations reçoivent beaucoup de personnes qui ont d'autres langues que le français, une première langue. Donc, nous travaillons avec des formateurs spécialisés dans le français FLE, par exemple, français langue maternelle, langue seconde, langue étrangère, etc. Et nous travaillons beaucoup sur la compréhension, la construction du sens, l'élargissement de ses connaissances sur une culture qu'on appelle océan Indien, et bien sûr sur l'estime de soi. Voilà. Donc, on tient compte de cet élément familiarisé avec les outils numériques et les calculs de base, parce que l'électronisme, dont vous avez compris le pendant de l'illettrisme et pour les outils informatiques, et surtout tout ce qui concerne les raisonnements logiques et mathématiques. Voilà, pour terminer, chaque formation, donc je vous ai dit la recherche, la formation, l'outillage, chaque formation aboutit sur de création d'outils, hein, que les accompagnants ou les gens formés repartent avec des outils qu'ils vont tester, qu'on va adapter et qu'on va réinitialiser s'il le faut, etc. Comme par exemple la co-construction de grilles de détection des situations d'illettrisme, avec des outils de repérage, de définition des critères, de l'évaluation et d'orientation.
Donc, on essaye de faire ce travail un peu complet pour aboutir, parce que souvent, on a commencé des choses et qu'on n'est pas allé au bout pour X raisons. Donc, on va essayer, peut-être pas faire beaucoup, mais des outils, peu d'outils, mais des outils qui fonctionnent. Le photolangage, qui rencontre un vrai succès, notamment pour, je vous ai dit, déclencher la parole pour les plus timides. On est en train de travailler sur ce qu'on appelle une opération voisin-voisine de l'océan Indien, ce que je vous ai dit tout à l'heure, apprends-moi à te connaître, parce que là aussi, il y a pas mal de préjugés et une vraie connaissance de l'autre, une vraie connaissance de la zone océan Indien et une vraie connaissance aussi de la Réunion. Pour terminer, des capsules vidéo que nous avons réalisées et que nous allons mettre en place donc à disposition sur le site de l'Université numérique qui s'appelle Français plus que parfait. Donc, c'est pour se perfectionner en langue française. Un webinaire, des webinaires causerie illettrisme qui commence ce vendredi. Une consolidation culturelle, on a commencé également à réaliser des capsules sur le Maloya, tout son historique, tout le sens que porte le Maloya, et des langues et cultures océan Indien, donc en cours, et notamment avec les interventions des natifs et des natives. Voilà. Et pour terminer, en cours de validation, nous créons un outil, projet professionnel personnalisé pas à pas, un guide méthodologique qui sera à la disposition des gens qui ont du mal à s'orienter, à créer. Je sais qu'il y a un petit rapport à faire, donc on va surtout aider par rapport à la langue française, mais également en mettant en place un réseau d'entrepreneurs, des adresses, un carnet d'adresses, etc. Donc, on a d'autres projets en cours d'élaboration et de validation, comme je vous disais, comme le diplôme universitaire hybride. Donc, vous retrouvez toutes ces propositions qui sont en train d'être finalisées, puisque nous avons commencé en 2019 véritablement. L'Institut existe depuis 2011 et donc j'ai été chargée de remettre en circuit Lilette depuis 2018. Et voilà, donc nous reprenons ce flambeau. C'est de cette manière que nous comptons collaborer au repérage et l'accompagnement des salariés en difficulté avec ces compétences de base. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je reste à votre disposition pour toutes les questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, je vous laisse un petit instant si vous voulez noter les coordonnées du coup de Lilette. Je vais ensuite passer la parole à Madame Aline Bomba, donc d'Uniformation, et Anaïs Boroviac de l'ANELSI qui vont vous présenter les moyens de repérer et d'accompagner les salariés en difficulté avec les savoirs de base. Il me semble qu'Anaïs, c'est vous qui commencez. Oui. Je vous laisse la parole. Voilà, je vous ferai signe quand il faut changer de slide. Vous pouvez passer la Merci. parole. Bonjour à tous. Alors effectivement, je représente l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Alors, petite présentation de cette agence. Donc en fait, on est un groupement d'intérêt public, une agence interministérielle rattachée au ministère du Travail, avec une structure finalement assez souple qui a vocation à réunir, à mettre autour de la table tous les acteurs qui peuvent agir ensemble au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter contre l'illettrisme. Donc la dimension de fédérer les acteurs autour de cette problématique, elle est vraiment très importante. C'est vraiment un petit peu ce qui fait notre marque de fabrique avec la multitude d'acteurs avec lesquels on travaille. L'idée, c'est vraiment de se dire que la prise en charge de l'illettrisme et notamment de l'illettrisme en entreprise, s'il veut être pris en charge efficacement, c'est pas à chaque acteur tout seul dans son coin en fait de pouvoir proposer des solutions, mais c'est bien de réussir à faire travailler tous ces acteurs ensemble pour éviter justement des parcours sans rupture des salariés qui ne maîtrisent pas les compétences de base. Donc voilà, une structure assez souple implantée au national. On a une petite équipe en métropole à Lyon d'une dizaine de personnes et on a des collaborateurs dans chaque région qui sont en cours de recrutement, puisque c'est vrai que c'était un petit peu le manque ces dernières années de ne pas avoir d'acteurs sur le terrain pour animer ces partenariats au niveau régional, et notamment en Outre-mer, où c'est vrai que les taux d'illettrisme sont souvent bien plus élevés que la moyenne nationale. Je vous
donnerai quelques informations sur les chiffres. Donc, on est en train de les recruter. On a obtenu les moyens du ministère du Travail pour avoir des chargés de mission, coordinateurs régionaux à temps plein dans chaque région. Donc là, sur la Réunion, la fiche de poste, elle a été finalisée il y a peu et on devrait pouvoir avoir une personne à temps plein d'ici la fin de l'année, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on a Benjamin Gérard qui est délégué de la NLCI, mais qui n'est pas recruté par l'agence, donc qui n'est pas à temps plein sur cette mission. Donc voilà, c'est voir aussi avec les services de l'État au niveau de la Réunion, la préfecture et aussi le conseil régional, comment on peut avoir une personne à temps plein, puisque le besoin est criant, on l'a vu dans les propos introductifs. Donc, les missions de la NLCI, elles s'articulent autour de 3 axes principaux. Tout d'abord, la mesure, puisque c'est important d'avoir des données chiffrées sur l'ampleur de ce problème-là. Donc, l'INSEE, en partenariat avec la NLCI, réalise des enquêtes. Donc là, effectivement, les derniers chiffres qu'on a commencent à dater un petit peu, puisqu'ils remontent à 2012. Mais au niveau national, en tout cas, on a 2,5 millions de personnes qui ont été scolarisées en France, mais qui ne maîtrisent pas les compétences de base en lecture, en écriture, en calcul, pour être autonomes dans des situations de la vie quotidienne, que ce soit des situations de leur vie personnelle ou au travail. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus de la moitié de ces personnes, elles occupent un emploi. Donc c'est vrai qu'il y a un fort enjeu à ce que les entreprises, les OPCO, les partenaires sociaux et tous les acteurs du travail, du monde du travail plus largement se mobilisent. Donc il y a de nombreux partenariats qui sont en cours et je vous en donnerai quelques illustrations dans un instant. Donc voilà, la mesure lectrice, c'est la première mission de l'agence. La prochaine enquête devrait être reconduite en 2022. Il faut savoir que c'est des enquêtes qui sont très coûteuses, qui prennent beaucoup de temps à être réalisées. Ensuite, il y a le traitement des résultats et la communication. Donc voilà, on ne peut pas se permettre de faire une enquête de cette envergure-là chaque année. Mais en tout cas, un objectif qui était aussi remonté du terrain, c'était d'avoir des chiffres plus récents. Donc on est en train de négocier ça avec les services de l'INSEE pour avoir une enquête qui serait renouvelée par exemple tous les 5 ans à minima pour avoir des données récentes. La deuxième mission, c'est l'organisation du partenariat et l'organisation notamment de ce partenariat et des projets qui peuvent en découler dans les territoires. Donc avec l'implantation, je vous le disais, d'un chargé de mission coordinateur régional sur chaque région en cours de recrutement pour animer le réseau d'acteurs et l'objectif est de pouvoir réunir ces acteurs pour formaliser un plan régional de prévention et lutte contre l'illettrisme. Donc ça a été chose faite à La Réunion. Ça permet un peu de cadrer les axes stratégiques prioritaires sur lesquels il faut que les acteurs se mobilisent pour faire reculer l'illettrisme, en prenant en compte à chaque fois les particularités du territoire, puisque là encore en Outre-mer, il y a des particularités linguistiques notamment qu'il faut prendre en compte. Des choses qu'on va mettre en place qui ne seront pas forcément pertinentes en métropole et inversement. Donc, c'est aussi l'objectif de ce plan. Et la troisième grande mission, c'est l'outillage des acteurs, puisque on en a parlé un petit peu là encore dans les propos introductifs. L'illettrisme, c'est un problème qui reste encore tabou, un problème dont il est difficile de repérer les personnes concernées, les repérer, leur en parler, leur proposer des formations adaptées, les accompagner. Donc voilà, il y a tout un outillage numérique et des services à construire. On a beaucoup travaillé avec une formation d'ailleurs et fondateur de la NLCI, siège à son assemblée générale depuis sa création. Et donc, on a travaillé avec les autres pros sur l'outillage pour les entreprises pour pouvoir mieux repérer les salariés, leur en parler et vraiment intégrer la prise en charge de cette problématique dans les projets des entreprises. Je m'en arrête là pour la présentation générale de la NLCI. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Merci. Donc, alors peut-être que cette intervention, on pourra la faire à 2 voix avec Aline. C'est vrai que c'est intéressant de faire le lien entre finalement l'illettrisme, donc ces personnes qui ne maîtrisent pas les compétences de base, et le numérique. On parle beaucoup aujourd'hui d'électronisme, ces personnes qui sont en difficulté avec les compétences numériques de base, on va dire. Donc, attention à pas tout mélanger, on va dire, puisque les personnes qui souffrent d'électronisme ne sont pas toutes en situation d'illettrisme. Mais les personnes qui souffrent d'illettrisme, bien souvent, vont se retrouver ce qu'on appelle, nous, la double peine, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois en difficulté avec les compétences numériques, le noyau dur, autour de la lecture, de l'écriture, mais elles sont aussi en difficulté avec les compétences, avec le numérique de base. Donc, il y a quelques chiffres, qu'on trouve intéressant à vous communiquer, notamment sur le numérique au travail.
Donc voilà, 82% des personnes qui ne sont pas diplômées, des actifs non diplômés, n'ont pas utilisé tous les jours un ordinateur sur leur lieu de travail. 46% de l'ensemble des actifs. On a presque la moitié des personnes qui ne sont pas diplômées, qui ne se sont jamais connectées à Internet, contre 12% pour l'ensemble de la population. Et quand on interroge des entreprises, effectivement, on a 82%, donc c'est un chiffre énorme, qui considèrent que la dématérialisation de leur processus de production, ça sera la principale transformation de leur activité. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un réel enjeu à se mobiliser à la fois sur le sujet du numérique dans l'entreprise, mais aussi sur l'illettrisme, pour que ces salariés qui ne maîtrisent pas les compétences de base ne se retrouvent pas exclus du numérique dans la société en général, mais aussi en entreprise, mais qui soient embarqués et intégrés vraiment dans ces projets de transformation. Donc, je ne sais pas si Aline Bomba, tu souhaites compléter. Oui, merci Anaïs de me donner la parole. Oui, effectivement, une e-formation sur ce sujet, y travaille depuis quelques années. Notamment, nous avons mené des enquêtes auprès de nos adhérents pour savoir si les personnes en grande difficulté par rapport au savoir de base avaient utilisé le numérique ou étaient équipés d'ordinateurs, tablettes ou smartphones. Il se trouve qu'effectivement, dans la moyenne, ils sont équipés de manière inférieure à l'ensemble des autres salariés, mais il n'en reste pas moins qu'ils sont de plus en plus équipés et rencontrent effectivement des difficultés. Et tout comme les compétences de base, les personnes utilisent les outils d'une manière un peu en utilisant des stratégies de contournement. Au lieu d'écrire, ils prennent des photos, même si parfois ces usages peuvent être très efficients. Mais voilà, il est important que les employeurs s'interrogent aussi sur la manière dont ils équipent et accompagnent leurs salariés de manière globale, mais d'autant plus pour les salariés en grande difficulté par rapport aux compétences de base. Donc là, plus tard, dans d'autres slides, je vais vous présenter les outils qui ont été conçus dans le cadre de cette réflexion. Mais aujourd'hui, tous les projets que nous finançons dans le cadre des compétences de base, nous intégrons cette dimension numérique qui est bien sûr incontournable et indispensable dans les structures parce que de toute façon, le numérique est dans notre quotidien et non plus uniquement dans la sphère professionnelle. Je te laisse reprendre la parole, Anaïs. Merci, Aline. Alors, on peut passer sur la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, finalement, déjà, avant de proposer, disons, les outils, les solutions pour les entreprises, revenons un instant sur les enjeux et pourquoi c'est important de se mobiliser. Donc, je vous le disais, plus de la moitié des salariés en situation d'illettrisme, plus de la moitié des personnes, excusez-moi, en situation d'illettrisme sont dans les entreprises. Et en entreprise, c'est un problème qui est relativement difficile à repérer puisque les salariés concernés, ont développé tout un tas de stratégies, de petites astuces pour masquer leurs difficultés à leurs collaborateurs, à leur hiérarchique. Et l'illettrisme, ça a des impacts qui peuvent être parfois très importants sur la performance économique, sociale de l'entreprise. Et donc, je voudrais revenir un instant avec vous sur ce volet-là. Les impacts sont de différents ordres. Alors, ça peut être des impacts sur la performance déjà individuelle des salariés, liés à la mauvaise compréhension des écrits, bien sûr, que ce soit des consignes, des procédures, des notes de service. C'est les salariés qui vont avoir beaucoup de difficultés à comprendre, alors à lire, mais surtout à comprendre des messages écrits, et qui vont avoir une forte appréhension face aux changements, que ce soit des changements de poste, des changements dans leur environnement de travail, des changements de collaborateurs ou de hiérarchie. Voilà, ça va générer chez ces salariés des situations de stress, un peu de panique. Et sur leur performance individuelle, la conséquence, ça va être que leur employabilité, elle va être menacée, et que c'est des salariés souvent qui ont des difficultés à pouvoir évoluer, à pouvoir se former, notamment sur des formations techniques. L'illettrisme, ça va avoir aussi des impacts sur la performance collective dans l'entreprise et notamment sur tout ce qui va toucher à l'organisation du management au sein de l'entreprise, puisque certains collègues en fait vont devoir compenser les difficultés
d'autres collègues qui sont en difficulté avec les compétences de base en faisant certaines tâches à la place d'eux, ou des collègues qui vont être sursollicités par d'autres collègues ou par la hiérarchie, par la demande d'explications supplémentaires, par exemple, où il va falloir répéter les consignes, où il va falloir contrôler l'activité de certains salariés parce qu'ils ne sont pas autonomes sur leur poste de travail. Donc, tout ça, ça génère des difficultés d'organisation dans l'entreprise avec des salariés qui manquent de polyvalence, qui manquent d'autonomie et de prise d'initiative en fait sur leur poste de travail. Ça va entraîner des glissements de fonction, de la perte de temps, l'insatisfaction aussi, parfois bien sûr des collègues et des clients ou des usagers. Et tout ça, ça va se mesurer aussi en termes financiers. Donc l'illettrisme, ça a aussi des impacts sur la performance économique de l'entreprise, qui peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être, par exemple, des surcoûts liés à des régulations d'erreurs, par exemple, quand on est dans une entreprise qui doit produire des biens. Et puis, ça peut être aussi de l'ordre de l'organisation interne, puisqu'on va devoir gérer l'absentéisme de certains collègues. On a aussi des turnovers souvent qui sont plus importants, quand on a des salariés qui ne maîtrisent pas les compétences de base. Et on peut avoir recours à des intérimaires, ou à des heures supplémentaires. Donc voilà, tout ça aussi, ça se chiffre en termes économiques pour l'entreprise et ça peut atteindre des montants parfois relativement importants. Ça va avoir des impacts aussi, l'illettrisme, sur la performance sociale et la qualité de vie au travail de ces salariés, puisque je vous le disais, c'est des salariés vraiment qui vont être dans des situations de stress, un peu de peur, face à tous ces écrits qui sont, malgré l'invasion du numérique dans les entreprises, l'écrit reste toujours très présent, avec une forte appréhension au changement de la part de ces salariés qui ne souhaitent vraiment pas changer en fait leur mode de travail. Donc il y a vraiment une résistance au changement qui est très importante. Et puis c'est des salariés souvent qui vont se considérer un peu comme inférieurs par rapport à leurs collègues, un sentiment d'infériorité par rapport à ce qu'ils pourraient appeler la norme, ce qui peut engendrer des tensions dans certains services et un climat social général un peu dégradé, puisque certains collègues vont devoir faire le travail à la place d'autres. Ça peut avoir aussi des impacts sur la marque employeur, puisque tout ce que je viens de vous évoquer, ça va entraîner de l'insatisfaction de clients, que ce soit des clients internes ou des clients externes dans l'entreprise, avec une qualité du service rendu qui ne sera pas optimale. Et puis, ça peut donner aussi l'image d'une entreprise qui emploie des salariés en fait, qui sont peu qualifiés, qui sont incompétents, alors qu'il faut vraiment insister là-dessus. Ça, c'est vraiment très important. Les salariés qui ne maîtrisent pas les compétences de base, ils ont des compétences, notamment des compétences professionnelles, des compétences techniques. Pour certains, ils occupent un emploi depuis 5, 10, 15, 20 ans. Donc, ils ont vraiment développé des qualités, des compétences techniques très fines, mais ils ont des difficultés à pouvoir évoluer, à pouvoir être autonomes, à pouvoir changer de poste, parce qu'ils ne maîtrisent pas les compétences de base. Donc, ça interroge aussi la dimension RSE de l'entreprise quand on souhaite prendre en charge des situations d'illettrisme. Et quel que soit le poste occupé, aujourd'hui, on voit même sur des postes de premier niveau de qualification, la maîtrise de ces compétences de base, et pas uniquement des compétences liées à l'expression écrite ou orale, donc à une approche peut-être linguistique, mais l'ensemble des compétences de base, la numératie, le repérage dans l'espace, dans le temps, savoir se repérer sur un plan, quelque chose qui nous paraît à nous tout simple, voilà, ça fait partie des compétences de base. On peut passer sur la slide suivante. Merci. Alors, pour repérer les salariés, parce qu'on a vu que ce n'était pas évident du tout, de repérer les salariés qui sont en difficulté avec ces compétences-là, on va travailler sur des outils avec nos partenaires qu'on met à disposition des entreprises. Donc, on a choisi de vous en présenter deux. Tout d'abord, il y a l'outil qui s'intitule Illettrisme, tous concernés. Donc là, c'est vraiment un module numérique gratuit de sensibilisation du grand public, avec des séquences thématiques. Et une de ces séquences, en fait, met en situation un salarié sur son poste de travail, et on voit que parce qu'il ne maîtrise pas l'écrit, il ne comprend pas la consigne, donc il engage un dialogue avec son encadrant, qui lui propose ensuite de se rapprocher du service RH pour voir les solutions. Ça permet d'apprivoiser le sujet de l'illettrisme, une toute première approche avec des modules qui sont conçus de façon assez ludique. Donc, c'est vraiment un outil que vous pouvez vous utiliser et puis communiquer auprès de vos collaborateurs pour s'informer sur le sujet. Ensuite, on a des grilles d'indices qu'on met aussi à disposition. Donc, ils ne sont pas tous énumérés là à l'écran, mais c'est des indices qui doivent mettre la puce à l'oreille en fait du collaborateur en observant ses salariés
sur leur situation de travail, de dire oui, effectivement, là, il y a beaucoup d'indices qui me laissent penser que ce salarié a peut-être des difficultés avec les compétences de base. En sachant que, là encore, attention, c'est pas un indice à lui seul, bien sûr, qui va permettre de conclure que le salarié est en situation d'électrice, mais c'est le cumul d'indices, c'est vraiment l'observation des situations de travail, dans un premier temps, qui va permettre de détecter les indices révélateurs d'illettrisme au travail. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir après aborder le sujet avec le salarié concerné, alors pas en collectif, puisque c'est des salariés qui souhaitent pas mettre à jour leurs difficultés. Donc, ça peut être intéressant de leur proposer un entretien, par exemple, entretien professionnel, tous les 2 ans. C'est une opportunité pour pouvoir mettre le sujet sur la table avec les salariés qu'on aura identifiés comme potentiellement en difficulté. Je vous propose de passer sur la slide suivante et puis je vais laisser la parole à Aline sur cette partie-là, sur comment on va lever les résistances en fait quand on souhaite mettre en place un projet dans l'entreprise. On va se heurter à des personnes qui vont être réfractaires et donc l'idée c'est de pouvoir vraiment embarquer l'ensemble des collaborateurs dans ce projet collectif. Et donc pour ça, voilà, on a des arguments pour lever ces résistances. Et Aline, je te laisse la parole. Oui, nous avons donc des arguments pour convaincre. Ces arguments qui vous sont présentés, que je vais énumérer en exemple, sont bien sûr des arguments issus d'observations de longue date. La NLCI existe depuis 20 ans. Uniformation est engagée dans la lutte contre l'illettrisme depuis 20 ans aussi. Donc, nous avons mené des études, nous avons interrogé les salariés, nous avons interrogé les structures qui s'engagent dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme et le développement des compétences de base et aussi du numérique aujourd'hui. Et voilà, il y a effectivement des idées, des a priori à dépasser. Quand on entend pour certaines personnes il est bien trop tard, non, les expériences montrent qu'on apprend tout au long de sa vie. D'ailleurs, la loi aujourd'hui le mentionne. La durée de vie au travail, bien sûr, s'allonge et comme vous le savez, les compétences aujourd'hui évoluent très très vite. Il est nécessaire de s'adapter. Et de se former tout le long de sa vie professionnelle. Et c'est en ça où l'OPCO est là pour accompagner les entreprises. Bien évidemment, derrière cela, il y a des pédagogies adaptées pour la formation d'adultes, et dans le cadre de l'illettrisme, on peut avoir dans une même structure effectivement des profils un peu différents, des personnes en situation d'illettrisme, peut-être de français langue étrangère ou d'analphabétisme, et il est demandé, souhaité, que les organismes de formation adaptent leur pédagogie en fonction de ces publics. On n'apprend pas de la même manière lorsqu'on est vierge d'apprentissage, pour les analphabètes par exemple, que pour celui qui a été scolarisé en France et qui a perdu ou mal maîtrisé les compétences de base. Et voilà. Et on a des cas de personnes, on a des témoignages. Alors, je ne sais pas si on aura le temps d'une vidéo où Ludivine pourra vous présenter, où une personne à 50 ans a appris à lire et à écrire et a même édité un livre. Donc voilà, comme quoi on n'apprend pas à 20 ans et tout est terminé. Alors ensuite, pas besoin de les former pour faire ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Ce qui a été dit précédemment, vous le comprenez bien, on est dans des schémas aujourd'hui de développement socio-économique qui sont sans cesse en mouvement, et donc du coup les personnes sont forcément dans la nécessité de s'adapter à des changements d'organisation, des changements
de matériel, des changements d'entreprise aussi, hein, et donc, comme cela a été dit plus d'une fois, aujourd'hui, l'oralité ne suffit pas. Il y a des écrits et aussi des procédures. Hein, les entreprises et la société met en place des procédures et ces procédures doivent être lues et comprises et pouvoir répondre à ces demandes. Autre argument qu'on peut entendre, il va y avoir des réticences des encadrants. Oui, effectivement, Monsieur Lucas, Anaïs l'ont évoqué. Il faut aussi penser aux encadrants, effectivement, de les sensibiliser à cette problématique. Et il est montré qu'une fois ils sont sensibilisés, ils comprennent le sujet, ils sont mieux à même à manager ces personnes et peuvent aussi les accompagner, les salariés en situation d'illettrisme ou de compétences de base de manière adaptée et personnalisée. Voilà, donc ce sont les arguments qu'on peut entendre le plus. Un autre argument qui n'est pas forcément mentionné sur cette slide étant les personnes ne souhaitent pas partir en formation. Là aussi, il y a à rassurer ces personnes. Certaines gardent un goût amer de leur expérience passée sur les bancs de l'école et imaginent que dans le monde adulte, de la formation des adultes, ils vont revivre ces situations. Là aussi, il suffit de rassurer et de dire non, on ne retourne pas à l'école. La formation est différente. Ce n'est pas un professeur, ce sont des formateurs, des animateurs, et il y a des pédagogies adaptées à cela. D'ailleurs, nous avons, la preuve lors des bilans que nous faisons auprès de groupes que nous finançons, c'est que les personnes venaient parfois avec curiosité, voire un peu de réticence en se disant bon, nous verrons ensuite ce qu'il en est, et repartent en disant voilà, je n'imaginais pas que la formation allait se dérouler de cette façon. Il y a de réels échanges, j'ai vraiment appris. Et moi, je garderai toujours en mémoire le témoignage d'une personne à un bilan où j'ai assisté. La personne me disait, le premier jour, j'avais les yeux fermés et au bout de 40 heures, c'est parfois pas nécessaire de faire énormément de volume d'heures. La formation m'a appris à ouvrir les yeux et à s'ouvrir. Donc, ce sont aussi des personnes qui, par la suite, ont une appétence à la formation professionnelle. Il y a pas mal de croyances qui tombent. Donc, ça aussi, c'est important d'accompagner en tant qu'employeur ou manager ses salariés sur ce type de croyances. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Donc voilà, des points de vigilance pour aborder le sujet avec les salariés. Comme vous l'avez bien compris, il peut y avoir des réticences et pour les accompagner vers une formation adaptée, il n'est encore une fois pas question de les inscrire à des formations standards de français. Enfin, je caricature, parfois, mais français ou conjugaison, on n'en est pas à ce niveau. On doit toujours faire le lien avec la situation de travail. Les contenus, les supports de formation sont en lien avec le quotidien professionnel de ces personnes et travailler sur les difficultés rencontrées. Le sujet peut être abordé avec les personnes
il peut y avoir plusieurs moments propices. Il y a l'entretien professionnel, par exemple, qui maintenant est obligatoire. Ça peut être aussi lorsqu'on choisit un organisme de formation. Voilà, et avec l'organisme de formation, là aussi j'insiste beaucoup, il n'est pas question d'acheter, là je m'adresse à des employeurs, d'acheter une formation catalogue. Il est important d'échanger avec l'organisme de formation afin qu'il évalue les personnes pour connaître leur niveau de départ et les accompagner sur un niveau souhaité. Et donc, c'est dans ce cadre-là, bien évidemment, les formations doivent être personnalisées et adaptées à ces personnes avec la pédagogie qui est nécessaire. Donc, on peut comprendre que aussi ça demande parfois une expertise, un accompagnement. Sachez qu'Uniformation, les conseillers emploi-formation d'Uniformation vous accompagnent sur ces réflexions. Et nous travaillons, comme vous l'avez bien compris, de manière très proche avec l'ANLCI, avec les centres de ressources de lutte contre l'illettrisme pour trouver des solutions adaptées au projet de l'entreprise. Voilà. Et en dehors des financements, comme vous le savez peut-être, nous finançons la lutte contre l'illettrisme depuis plus de 20 ans maintenant et fait partie des priorités de la politique nationale d'uniformation. Nous ne sommes pas là uniquement pour financer, mais nous sommes aussi là pour accompagner les structures dans leurs réflexions et leurs différentes étapes. Je vous présenterai d'ailleurs plus en aval quelques exemples d'outils que nous venons de développer dans ce cadre-là sur l'accompagnement. Ludivine, je te repasse la parole. Merci Aline. Merci à toutes les deux. Alors effectivement, on va vous retrouver dans un instant pour une présentation des outils qui existent. Donc je vous laisserai reprendre la main dans quelques minutes. Je vous propose un temps d'échange. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez, à nous indiquer si vous avez aussi des remarques, des réflexions par rapport à ce qui a été dit dans cette première partie. Alors, n'oubliez pas, si vous souhaitez prendre la parole, d'enlever votre micro, de remettre votre micro, pardon, parce qu'ils sont coupés du coup. S'il vous plaît. Oui. Je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Sylvie Bruno, présidente de Chantier École Océan Indien. Nous représentons les ateliers chantiers d'insertion sur notre territoire et nous sommes effectivement confrontés à un public en très grande difficulté dans leur apprentissage et bien évidemment tout ce qui concerne des outils ou des méthodes de travail en situation de production. Bien évidemment, nous sommes ouverts à toute collaboration pour justement trouver le meilleur moyen pour pouvoir être plus efficace sur le terrain et apporter des outils et tout ce qui serait possible et envisageable pour pouvoir aider le bénéficiaire dans ses difficultés sur ces aspects-là. Donc, on propose avec les partenaires avec lesquels nous travaillons de voir de quelle manière proposer des ACI qui seraient spécifiquement sur des actions pilotes avec une présélection en amont par nos prescripteurs qui viseraient à ce moment-là des bénéficiaires qui ont vraiment de grosses lacunes sur leur base. Jusqu'à l'heure actuelle, les ACI, excusez-moi, je suis un petit peu décousue dans ma présentation, mais à l'heure actuelle, les ateliers d'insertion vont
entre guillemets, permettre à des bénéficiaires qui ont déjà un minimum de prérequis sur le savoir lire et savoir écrire, puisque nous leur proposons de préparer sur ce dispositif un premier, pour ceux qui ne sont pas qualifiés, une première certification justement qui consiste à consolider les bases les bases du bénéficiaire. Voilà, donc je voulais juste faire savoir que l'atelier chantier d'insertion pourrait être éventuellement un outil supplémentaire pour mettre en place des actions pilotes pour justement vérifier la pertinence de ce qui pourrait éventuellement se mettre en œuvre pour pouvoir apporter des actions tests éventuellement sur le terrain pour vérifier la pertinence et l'efficacité sur le terrain. Voilà. Merci Madame Bruno. Est-ce que éventuellement quelqu'un souhaite rebondir sur ce point? Okay. Je vais laisser du coup la parole à Monsieur Pichon qui souhaite intervenir. Oui, merci. Bonjour. Moi, je suis Bruno Pichon. Je gère l'association AGAM, qui est un ACI, et nous avons une filiale spécialisée dans la médiation numérique qui s'appelle MIR, Maison de l'insertion et de l'inclusion à La Réunion. Donc, nous faisons de la médiation numérique. Je dis bien de la médiation par rapport à de la formation, c'est de l'adaptation en fonction de chaque personne et de chaque niveau. Et ce sont les savoirs de base numériques. Donc, nous dispensons les savoirs de base du numérique aux salariés des ACI, aux personnes des médiathèques, à tout public, aux seniors. Voilà, beaucoup de personnes qui ont envie et veulent apprendre le numérique. Nous avons aussi en parallèle un accès aux droits, donc ça c'est plutôt l'urgence numérique, notamment l'accès aux organismes comme la CAF. On reçoit 4000 personnes par an et c'est là où je voulais en venir. En rencontrant tout ce public nombreux, on est sur des publics non autonomes qui présentent vraiment des difficultés de lecture et d'écriture. Donc nos animateurs multimédia accueillent ces personnes, les aident dans leur démarche. Et je pense qu'on pourrait être positionné comme orientateur ou voilà, avoir la possibilité de vous transmettre des personnes qui ne savent pas lire et écrire et qui ont pourtant besoin du numérique. Et notre difficulté, celle des animateurs, hein, je souligne leur travail au plus près de ces personnes en difficulté. Notre travail, ça serait de pouvoir de les orienter vers une structure qui les aiderait à acquérir ces bases de lecture et d'écriture. Merci. Comment donc est-ce qu'on pourrait orienter quand on reçoit une personne et qui, devant un clavier, ne reconnaît pas les lettres? Ce sont des personnes qui n'expriment pas cette difficulté. Et voilà, on a un grand nombre. Et comment est-ce qu'on pourrait faire une jonction avec vous qui pouvez les accompagner? Je peux prendre la parole, Jasmine Dijoux? Je vous en prie. Je voulais vous dire que dans l'émission de Lilette, c'est vraiment jouer ce rôle. En fait, il faudrait qu'on se rende compte. Donc, j'ai laissé mon mail et vous pouvez également m'envoyer votre numéro de téléphone. Je pourrais vous contacter, histoire de vraiment voir ce que nous, on peut vous apporter à partir de nos travaux, de ce qu'on peut faire et comment on pourrait travailler ensemble. Et je vous remercie, je vous envoie mes coordonnées. De même, Madame Bruno, je crois, qui a pris la parole en premier. Donc, les ateliers chantier d'insertion, je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. En tout cas, dans ce qu'on propose déjà et ce qu'on pourrait vraiment cibler pour vous. Merci. Merci à vous. Alors, bon, là, c'est vrai qu'on est sur des situations spécifiques et propres à vos structures. Effectivement, je rejoins Madame Dijoux, où là, c'est les questions qui demandent à ce que ce soit dans le cadre d'échanges
d'échange entre nous. Est-ce qu'éventuellement, vous avez, pour certains d'entre vous, des questions peut-être plus sur ce qu'est l'illettrisme, les enjeux, comme on a pu les voir, peut-être il y a des points que vous souhaitez peut-être soulever ou sur lesquels vous souhaitez revenir? Alors, n'hésitez pas à prendre la parole, parce que je ne vois pas forcément si vous levez la main. Visiblement, ça ne s'affiche pas forcément. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole directement si vous avez une question. Bon, je ne sais pas si... je vois quelqu'un a levé la main, mais je n'arrive pas à vous retrouver. Bon, il y aura un deuxième temps de questions juste après l'intervention qui va vous permettre d'avoir la présentation des outils. Donc, éventuellement, gardez vos questions pour ce deuxième temps d'échange. Vous pourrez les poser à ce moment-là. Aline et Anaïs, je vous repasse la main pour vous présenter les outils NLCI Uniformation. Oui. Alors, qui veut commencer? Je crois que c'est moi. Voilà, merci Ludivine. Oui, voilà, là sur ce support, j'ai un peu structuré les différents outils que nous avons développés dans le cadre d'un financement EDEC, et nous avons donc demandé à la NLCI en tant qu'expert d'y participer dans les contenus, avoir un regard technique et expert sur le sujet. Donc, ces outils sont venus aussi suite à une réflexion que nous avions en amont il y a quelques années, comme je vous le disais déjà tout à l'heure, c'est que le numérique prend beaucoup de place et on se rend compte qu'il peut être de multiformes au niveau des entreprises. Certains vont utiliser des tablettes, d'autres vont utiliser des ordinateurs, d'autres vont utiliser uniquement le smartphone. Voilà, donc l'idée, c'est en fonction aussi de l'avancement, de la maturité aussi des entreprises, c'est proposer à des salariés des contenus de parcours de formation adaptés aussi au projet de l'entreprise, et que ces parcours puissent être aussi évolutifs en fonction de l'évolution, de développement de la stratégie de l'entreprise. C'est en ça que voilà, il y a une multitude d'outils. Ces outils se veulent, enfin, il n'est pas question de les utiliser tous en même temps. Ils sont là en fonction de l'avancée de la réflexion de l'entreprise. Est-ce qu'on est en amont sur la sensibilisation? Est-ce qu'on est déjà dans une démarche de projet? Est-ce qu'on est dans le choix d'un organisme de formation et donc la rédaction de cahiers des charges? Est-ce qu'on réfléchit sur un guide, sur la qualité des parcours de formation? Et là, il y a le guide d'ingénierie des parcours. Est-ce qu'il y a aussi une réflexion sur la qualité des formations, sur l'identification des compétences? Et là, il y a 2 guides qui peuvent être utilisés aussi bien pour nos adhérents, mais aussi pour les organismes de formation, où nous proposons des exemples de parcours que nous avons identifiés et qui répondent aux attentes et aux problématiques de nos entreprises, parce que nous avons aussi interrogé au moment de la construction de ces outils nos adhérents. Donc voilà, vous avez une multitude d'outils. Alors, je les ai un peu formalisés de façon un peu plus visuelle dans la slide suivante, et vous les retrouvez bien sûr sur notre site d'Uniformation en cliquant sur le lien, ou bien vous allez dans la partie outils RH et vous allez les trouver. Voilà.
Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a laissé son micro ouvert. Merci, bisous. Voilà. Donc, voilà, ces outils sont téléchargeables, mais bien évidemment, ces outils peuvent aussi, d'autres outils qui ne sont pas téléchargeables, il y en a au nombre de 14, hein, ils sont nombreux. Certains sont assez techniques et sont utiles au moment d'un lancement de projet, et ceux-là sont plutôt remis par nos conseillers aux adhérents afin d'être aussi en échange, en interaction avec le conseiller afin qu'il puisse l'accompagner sur ces démarches de réflexion. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces outils, hein. Vous avez des outils qui sont plutôt de RH, des outils sur la sensibilisation. Il y a aussi un outil que vous pouvez remettre à vos salariés pour les sensibiliser sur le sujet des compétences de base et du numérique. Les critères d'identification des fragilités, Anaïs vous a énuméré tout à l'heure quelques indices. Dans ces outils, vous avez trouvé une liste. Voilà, vous avez, je pense que tous les outils que nous avons développés l'année dernière et cette année couvre toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui en tant qu'employeur et en tant qu'organisme de formation à comment agir dans la lutte contre l'illettrisme et le développement des compétences de base et du numérique. Alors, bien évidemment, notre réflexion à Uniformation est très centrée sur le numérique, comme je vous l'ai dit. L'entrée aujourd'hui, nous avons fait le choix d'avoir la porte d'entrée numérique parce que nous savons que les entreprises dans la stratégie de développement des entreprises, c'est pris en compte aujourd'hui. Et d'ailleurs, alors je vous l'ai pas mis dans ce slide, mais sachez qu'Uniformation développe aussi, met à disposition, vous le retrouverez sur le site d'Uniformation, un outil d'autodiagnostic numérique afin que les entreprises puissent se positionner et savoir leur niveau de maturité sur le numérique. Et bien sûr, il y a des questions vis-à-vis de la formation, le niveau de compétence des salariés sur le numérique. Donc, je vous invite bien sûr à découvrir tous ces outils qui sont à votre disposition sur notre site, et n'hésitez pas encore une fois à faire appel à nos conseillers, donc la Ludivine notamment présente aujourd'hui, pour vous accompagner sur ce sujet. Et Ludivine sera aussi épaulée par le chargé de mission de l'ANLCI lorsqu'il faut faire appel à des prestataires externes. Oui, je confirme qu'ils peuvent tout à fait revenir vers nous et puis vers Madame Saminada aussi, qui est la conseillère de certains d'entre vous, de ne pas hésiter à revenir vers nous lorsque vous aurez besoin d'être accompagné sur ce sujet. Je pense qu'Anaïs, tu prends le relais, j'imagine. Oui. Du coup, on peut passer sur la slide suivante. Merci. Donc Aline vient de vous présenter l'offre de service d'Uniformation sur, avec les outils, les ressources pour pouvoir accompagner les salariés en situation d'illettrisme. Et moi, je vais vous présenter un outil qui se positionne juste un petit peu l'étape d'avant, c'est-à-dire faciliter en fait la mobilisation des entreprises. On s'était rendu compte, on en avait déjà conscience, mais ça a été confirmé il y a 2 ans lors de la remise à la ministre du Travail d'un rapport sur l'illettrisme, que les besoins étaient vraiment criants sur la mobilisation des entreprises. Il y a encore trop peu d'entreprises qui sont informées sur le sujet et qui ont conscience en fait des risques liés à l'illettrisme dans leur organisation. Donc, en partenariat avec Pascal Moulette, qui est enseignant-chercheur sur Lyon sur toutes les questions liées à l'illettrisme notamment et au lien entre l'illettrisme et sciences de gestion au travail, et les OPCA,
les OPCO, excusez-moi, nous avons développé donc cette plateforme qui s'appelle Evagile et qui est en fait une plateforme d'évaluation, de diagnostic pour les entreprises pour pouvoir mesurer leurs risques liés aux situations d'illettrisme. Donc, c'est un outil gratuit en ligne avec un diagnostic relativement rapide puisqu'il faut entre 5 et 10 minutes en fonction de l'entreprise pour pouvoir arriver à un résultat et un résultat du diagnostic. Donc, l'objectif vraiment de cet outil, c'était de pouvoir à la fois sensibiliser les entreprises et les organisations sur la problématique de l'illettrisme au travail et surtout les inciter en fait à se questionner sur leur propre situation face à cette problématique de l'illettrisme, puisque dans ce diagnostic, en fait, on va questionner l'entreprise sur alors à la fois son secteur d'activité, taille de l'entreprise, niveau de formation ou de qualification des salariés, par exemple, mais on va aussi la questionner sur ses méthodes de travail, ses processus de production, pour essayer d'aller déceler à travers ce que l'entreprise va nous dire les signaux faibles de l'illettrisme, pour pouvoir dire à l'entreprise, bah, oui ou non, vous avez probabilité d'avoir des salariés en situation d'illettrisme. Donc attention, Evagile, c'est pas du tout un outil qui va permettre à l'entreprise d'évaluer les salariés pour savoir quel est leur niveau de maîtrise en compétences de base. C'est vraiment un outil pour l'entreprise, pour les services RH, formation, mais pas uniquement. C'est un diagnostic qui peut aussi être réalisé par un chef d'équipe, par exemple, ou par un encadrant. Et d'ailleurs, c'est fortement recommandé puisque c'est eux qui vraiment sont observateurs des situations de travail, donc ils connaissent particulièrement bien les méthodes de production, l'organisation interne de l'entreprise. C'est un outil qui peut être aussi utilisé par les instances représentatives du personnel, par exemple, dans l'entreprise pour aller questionner l'organisation et son lien éventuel avec l'illettrisme, et qui peut servir aussi, pourquoi pas, de négociation après dans le cadre de l'élaboration du plan de développement des compétences, par exemple, avec la direction de l'entreprise. Donc, on peut passer sur la slide suivante. Merci. Donc, Evagile, concrètement, c'est un processus qui va se compléter en 3 étapes. Donc, le premier niveau du questionnaire, on va identifier les caractéristiques de l'entreprise, donc je vous disais sa taille, son secteur professionnel et sa démographie. Ensuite, on a une deuxième étape où on va vraiment mesurer le risque pour l'entreprise ou l'organisation d'être confrontée à des situations d'illettrisme à travers 10 questions qui vont permettre à l'entreprise d'obtenir un premier résultat, donc sous forme de pourcentage, qui va de 10 à 75%. 10, 25, 50 ou 75% de risque d'avoir des salariés ou des agents qui sont en situation d'illettrisme. Si le répondant, donc l'entreprise, a un taux supérieur ou égal à 50%, on va lui proposer la troisième étape du diagnostic, donc c'est l'étape approfondissement, où là, on va aller la questionner sur les indices, les signaux faibles de l'illettrisme en lien avec sa performance économique et sociale. On va la questionner sur ce qu'on peut appeler les stratégies d'évitement ou de contournement des salariés pour masquer leurs difficultés qui pourraient être liées à des situations d'illettrisme. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc, à l'issue du diagnostic, à l'issue de cette troisième étape, en fait, on communique les résultats à l'entreprise à travers 3 axes. On mesure le risque à travers 3 axes. Donc, l'incidence financière, c'est-à-dire finalement la déperdition financière liée à des estimations de défauts, par exemple, de surtemps, de non-réalisation de tâches. Les stratégies d'évitement, donc l'incidence évitement, là, on va plutôt mesurer l'énergie déployée par des salariés pour échapper au changement ou aux évolutions sur leur poste de travail. Et on va mesurer aussi les risques liés aux stratégies de contournement. Donc là, on est sur l'énergie déployée par les salariés pour donner l'illusion en fait, qu'ils maîtrisent leur poste de travail. Donc on mesure ces 3 incidences sur une échelle de 0 à 23 qui permet à l'entreprise de situer voilà, où se situent pour le coup les risques liés à l'illettrisme. On peut passer à la slide suivante. Donc, on propose à l'entreprise de télécharger les résultats complets du diagnostic qui expliquent le jargon un peu technique sur ce qu'on entend par évitement, contournement, risque financier, donc on développe et on explique. Et on permet à l'entreprise de se mettre en relation en un clic avec son opérateur de compétences. Donc, on renvoie le répondant vers la page de son opérateur de compétences dédiée à l'offre de service pour accompagner les salariés en situation d'illettrisme. Donc là, vous avez bien évidemment l'exemple d'une formation, mais c'est valable pour chaque OPCO, on a un renvoi direct. L'idée, c'est vraiment de ne pas laisser l'entreprise
à l'issue du diagnostic, sans réponse, mais de lui dire, voilà, un opérateur, un partenaire privilégié pour vous accompagner dans vos démarches, c'est votre opérateur de compétences, et donc on facilite la mise en relation par ce biais-là. Ça complète, mais ça ne remplace pas, bien entendu, le contact qui peut se nouer avec la délégation régionale de locaux sur le territoire de l'entreprise. Voilà, je m'en arrête là pour cette présentation. Donc, si peut-être vous dire que cet outil, bon, il est tout récent, il a été lancé en fin d'année dernière. Et pour faciliter son déploiement, on a lancé un projet pilote en partenariat avec la DGEFP et les OPCO pour accompagner un petit panel d'entreprises volontaires. Donc, on a une dizaine d'entreprises qui participent à ce projet. D'ailleurs, il y en a une qui se situe sur le territoire de La Réunion, l'entreprise d'insertion. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer à ces entreprises de réaliser ce diagnostic et de voir, en fonction du résultat, l'accompagnement dédié qu'on peut leur proposer en essayant de construire des prototypes, on appelle ça des prototypes de parcours entreprise, pour accompagner l'entreprise dans toutes les étapes qui vont permettre de faire entrer en formation les salariés en situation d'illettrisme. On questionne le repérage, bien entendu. On questionne aussi la sensibilisation et la montée en compétences de ceux qui peuvent repérer et accompagner, et toute l'étape suivante qui concerne la formation. C'est quelle formation on va proposer aux salariés par rapport à leurs besoins et par rapport à nos besoins, nous, en tant qu'entreprise, et avec quels acteurs du territoire, sur quels acteurs du territoire on peut s'appuyer pour monter ce projet. Donc, c'est un projet expérimental qui est en cours. On aura un séminaire de restitution en début d'année prochaine, en janvier ou février 2022. Donc, voilà, si ça vous intéresse, on pourra vous faire suivre les informations. Et j'en profite pour lancer quelque part un appel, puisque j'ai entendu les entreprises d'insertion tout à l'heure qui sont intervenues, les ACI. Le projet reste ouvert, donc c'est les structures qui souhaitent rejoindre cette expérimentation. Voilà, c'est possible. Donc voilà, vous pouvez me faire un petit message et puis après, en lien avec une formation, on pourra prendre un temps d'échange si vous êtes intéressé. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. On fera suivre si vous avez, donc si certains d'entre vous souhaitent du coup prendre contact avec Anaïs Boroviac, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi ou Madame Saminadin et on fera suivre sans souci vos coordonnées. Je vous propose un deuxième temps de questions. Peut-être qu'il y en a qui vous sont venus à l'esprit du coup depuis tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, je ne vois pas forcément si vous levez la main. Donc là, du coup, je vous laisse prendre la parole directement. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, pas de questions ? Est-ce qu'éventuellement, vous avez des retours d'expérience, des témoignages que vous souhaitez nous faire partager sur peut-être des situations que vous avez rencontrées avec des salariés qui étaient en difficulté justement sur ces savoirs de base ou avec le numérique Est-ce que vous avez déjà… Alors, est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, on vous entend. Oui, alors je suis Angélique, coordinatrice du pôle famille enfance à Rouillé-Mons-Aviron. Voilà, vous parlez de difficultés avec le numérique et évidemment dans ma structure on a des salariés qui sont en difficulté notamment pour le côté administratif, Google Drive, etc. Donc ça me parle beaucoup parce qu'en fait on a des salariés du coup qui donnent beaucoup d'énergie pour soit corriger les fautes ou revenir sur les tâches à faire en administration. Donc, ça rejoint le côté illettrisme qui me parle. Voilà, donc je suis dans cette situation-là. D'accord. Et du coup, vous avez mis en place des actions, des choses Non, pas encore. C'est pour ça que je participe à ce webinaire parce qu'il y a des formations qu'on aimerait bien, nous, en tant que salariés, avoir. Donc, c'est important pour nous de participer à cette formation. Et j'aimerais bien, du coup, avoir les coordonnées des personnes qui participent aujourd'hui. Voilà. D'accord. Ce que je vous propose, c'est de revenir vers moi donc à l'issue du webinaire et on fera le lien, on fera le point ensemble et on verra ce qui est possible de mettre en place du coup pour votre structure. Merci beaucoup.
De rien. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir? Alors, n'oubliez pas, il faut que vous mettiez votre micro. Vous avez la petite barre en bas qui vous permet d'activer votre micro si vous souhaitez intervenir. Je vois qu'il y a une personne qui va intervenir, mais il faut que vous ouvriez votre micro. On ne peut pas le faire pour vous, malheureusement, on n'a pas la main. Non, je suis désolée, votre micro s'ouvre pas. Alors, ce que je vous propose, le temps que vous trouviez la solution à ça, est-ce que Madame Lebon, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Si vous êtes d'accord, peut-être juste mettre votre caméra si ça ne vous dérange pas pour qu'on puisse peut-être avoir un échange un peu plus sympathique. Alors. Voilà. Donc bonjour tout le monde. Donc Karine Lebon, donc assistante administrative RH au sein de l'association donc Pays d'accueil du Sud Sauvage, dénommée Maison du Tourisme du Sud Sauvage. Donc nous avons donc 45 salariés en contrat unique d'insertion. Donc nous faisons face du coup avec pas mal de salariés qui font face à des situations d'illettrisme. Je peux prendre le cas d'un de nos salariés qui, lors de sa signature de contrat, il ne savait ni lire ni écrire. Donc, on était là pour l'aider, pour lui indiquer, par exemple, où est-ce qu'il devait signer en dessous de sous son nom. Et par exemple, un encadrant, lui, ce qu'il nous disait, c'est que sur le terrain, lorsqu'il devait remplir sa fiche de pointage le matin, donc il laissait du coup tous ses collègues remplir cette fiche-là. Et lui, du coup, il venait compléter avec du coup la case vide restante. Et c'est vrai qu'en participant à ce type de formation, donc formation de lutte contre l'illettrisme, donc cela lui a permis du coup de s'améliorer, d'apprendre à écrire, à lire. Et donc maintenant, donc il sait où signer. Et ça lui a vraiment beaucoup apporté, même si il était très réticent avant son entrée en formation. Hein, donc il avait 60 ans, 61 ans, je ne me souviens plus. Donc forcément, ce sont des personnes qui n'ont pas eu véritablement de parcours scolaire. Et donc forcément, leur dire qu'il faut aller en formation, c'est comme si pour eux, ils doivent retourner à l'école. Et ils sont pas du tout très contents. Mais finalement, avec de la motivation, ils se rendent compte que c'est vraiment utile et que ça les aide beaucoup. Donc, voilà. Et moi, j'ai une petite question. Du coup, comment vous avez réussi à les convaincre d'aller en formation? Parce que vous disiez que justement, ils étaient réticents. Alors, du coup, comme ils sont en contrat unique d'insertion, parcours emploi compétences, donc nous, en tant qu'employeur, on a une obligation de former ces agents-là. Et du coup, lorsqu'ils viennent signer donc ce contrat-là, ils sont obligés d'aller en formation. Donc nous, ce qui se passe, c'est qu'on les reçoit d'abord en réunion collective et on leur explique quels sont leurs droits, leurs obligations. Et du coup, on leur dit, vous voulez travailler, oui, mais vous devez vous former. Et donc, on leur explique que s'ils acceptent du coup ce contrat, ils doivent du coup se former. Et du coup, ils acceptent naturellement. C'est vrai que parfois, ils ne se rendent peut-être pas forcément compte. Donc, ils disent oui. Donc, après, sur le terrain, peut-être ils se disent qu'ils vont essayer de dire non et qu'ils ne vont pas y aller. Mais finalement, les encadrants arrivent à les convaincre. Et finalement, quand ils vont en formation, ils se rendent compte que c'est utile. Et puis, il y a aussi des outils, des moyens pédagogiques aussi que les formateurs mettent en place pour les mettre à l'aise. Et finalement, ça se passe bien. Oui, je souhaiterais. Oui, allez-y. Oui, je souhaiterais intervenir. Donc déjà, désolé. Donc je suis Léo Kishnasamy Alamelou et je représente une association pour la formation et l'insertion des personnes en situation d'exclusion et en l'occurrence là l'exclusion au 3I. Également un mouvement citoyen qui est le Pacte de transition citoyenne. Donc déjà désolé puisque je m'en excuse, j'ai pris un petit peu le carcourant d'air en marche des interventions.
mais je souhaite quand même féliciter toutes les personnes qui ont organisé, mais aussi les participants. Pourquoi? Parce que je vois que depuis les années 80, où moi-même j'étais formateur de lutte contre l'illettrisme à La Réunion, je vois que malgré tout, malgré le nombre constant et voire en évolution de nos personnes rencontrant cette difficulté-là, que malgré tout, Raoul Lucas continue à doubler, à tripler d'énergie pour faire en sorte que tous les acteurs contribuent à la lutte contre ces fléaux-là, à La Réunion, qui est un véritable fléau. Et donc, si je souhaite intervenir, c'est parce que au-delà de ces deux structures que je représente, il y a un micro qui est ouvert, je crois. C'est le mien. Ouais, ça fait du bruit derrière, désolé. Et donc, au-delà de ça, parce qu'on arrive à la fin des échanges, c'est de dire que on mène actuellement une expérimentation pilote là aussi, hein, c'est pour faire sens à ce qui a été dit tout à l'heure précédemment, sur un éco-village en transition durable et résilient, et pour lequel justement, puisqu'on travaille sur les 17 objectifs du développement durable, comme vous le savez, il y a l'objectif 4, qui est l'éducation de qualité, et ça nous amène à parler justement pour ces publics, comment justement faire sens avec cet objectif de développement durable qui est amené à une éducation de qualité, quand bien même elles ne maîtrisent pas, donc elles sont en tout cas en dehors de ces possibilités des 3 I qu'on apporte là aujourd'hui tout le monde ensemble. Et on expérimente justement sur ce territoire qui est de 1600 hectares avec 2000 habitants à peu près, sur le territoire de la CINOR. Et là, en lien avec le plan départemental de la transition écologique et solidaire porté par le département, aux côtés là aussi de la lutte de l'illettrisme, puisque notre nouvelle présidente de région, mais l'ancien aussi l'avait signé, les deux ont signé notre pacte de transition citoyenne pour lequel, d'une manière générale, il est question de faire en sorte que nos citoyens deviennent acteurs de leur développement et de leur devenir. En l'occurrence, au-delà du fait que dans l'agenda 2030, on a une évaluation à faire sur les 17 objectifs de développement durable, notamment, encore une fois, sur l'éducation, voir dans cet éco-village en transition comment le curseur a évolué, puisque c'est en 2030, en 8 ans, qu'on doit tirer des enseignements de ces 17 objectifs, mais en particulier sur celui de l'éducation, qu'on attend réellement, l'idée étant d'essaimer après sur d'autres territoires ce type d'expérimentation. Alors, ceci étant dit, c'est concrètement comment ça se traduit. C'est qu'on est en train de voir avec tous les partenaires, il y en a 1748 exactement d'associations à La Réunion, qui œuvrent dans cette mission-là, de près ou de loin, en sommeil ou active. Pour nous toutes, ce sont des synergies à mettre en écho pour lutter contre ce fléau, comme je l'ai dit. Et concrètement, on propose, nous, dans ce territoire, de faire en sorte que tous les outils qui sont d'être créés, puisque ce sera un véritable laboratoire à ciel ouvert sur la question des 3 I, pour faire une monographie, mais pas qu'une monographie purement scientifique et technique, mais également voir concrètement comment ces outils peuvent être évolutifs, adaptés véritablement, et voir l'impact que ça peut avoir, ce qu'on est en train de faire, sur un village en particulier. Mais l'idée, c'est pas forcément stigmatiser sur ce village, mais ensuite pouvoir tirer encore une fois des enseignements à l'échelle régionale. Je dis ça parce que au-delà de ce qui a été fait depuis les années, même avant, même à mes prédécesseurs, parce que maintenant moi je suis papy de 3 petits, ça va, mais nos prédécesseurs ont fait. Et puis ensuite dans les années 80, il y avait un vrai rebondissement, moi je trouve un vrai tremplin. Et ma foi, quand j'entends ce qui se dit aujourd'hui, donc encore une fois je m'en excuse, j'ai pris le train en marche, j'ai pris le car courant d'air en marche, mais je suis persuadé qu'il y avait des échanges très fructueux. Justement, c'est vraiment l'opportunité d'expérimenter ça en in situ, en fonction des différentes CSP qu'on aurait sur l'éco-village, en fonction des problématiques sociales, etc., etc. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette intervention. Ce que je vous propose de faire, c'est éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre vos coordonnées dans le chat si certains participants aujourd'hui souhaitent peut-être échanger plus longuement sur vos projets. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées. Merci. Madame Lebon, merci. Madame Lebon, je me permets de revenir vers vous parce que c'est intéressant du coup votre retour d'expérience puisque vous avez eu donc plusieurs salariés. Vous pouvez me rappeler combien de salariés du coup ont été formés sur ces parcours de compétences de base et numériques? Alors, je peux vous donner les chiffres si vous voulez bien.
je vais juste ouvrir mon petit tableau. Il n'est pas obligé d'avoir le chiffre exact, hein, c'est juste pour avoir une idée du nombre de salariés qu'on peut suivre la formation. Alors, je dirais environ une quarantaine de salariés, donc sur l'année 2020. Et là, sur l'année 2021, donc en cours, je pense qu'on sera à peu près sur les mêmes chiffres. D'accord. Et du coup, sur ceux qui ont déjà fini leur parcours, est-ce que vous pouvez peut-être nous indiquer un peu le ressenti qu'ils ont eu à l'issue du parcours, peut-être nous parler de retour positif de leur part? Alors oui, globalement, on a un retour positif de la part des salariés qui reviennent de formation. Pour la plupart, comme je le disais tout à l'heure, sont assez réticents. Mais finalement, c'est un peu d'appréhension au début. Et finalement, quand ils se rendent compte que cette formation est utile, finalement, donc ça va, ils ont moins cette appréhension et ils en ressortent reconnaissants. D'accord, donc ça a été une très bonne expérience pour eux, si je puis dire. Oui, effectivement. Oui, pour, je dirais, 95% d'entre eux. Les 5% restants, si je puis dire, c'est plutôt des personnes qui sont les moins motivées et qui n'ont pas vraiment envie de s'investir, qui préfèrent être sur le terrain et qui n'ont pas forcément envie de s'améliorer, on va dire, sur le point, sur leurs difficultés, des compétences de base, si je puis dire. D'accord, merci. Est-ce qu'éventuellement certains d'entre vous auraient des questions pour Madame Lebon par rapport à son expérience justement sur ces formations, sur les compétences de base? Bonjour, Madame Le Perrier, l'association ABDES. J'aurais une question. Vous avez travaillé avec quelle structure de formation pour mettre en place ce type d'action, s'il vous plaît? Alors, nous, du coup, donc, on a travaillé avec l'organisme de formation Synergie Océan Indien et Proforme Conseil. J'ai pas compris le deuxième. Proforme Conseil. D'accord. Madame, merci. Je me permets de rebondir de toute façon par rapport à cette question de recherche d'organisme de formation. Il ne faut pas hésiter aussi à nous solliciter. Oui. On a justement ces retours d'expérience d'autres associations qui permettent de vous orienter sur les organismes possibles. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions ou d'autres personnes souhaitent rebondir sur ça? Ok. Ce que je vous propose, merci beaucoup Madame Lebon d'être intervenue. Ce que je vous propose, c'est de vous passer une petite vidéo. Alors, ça dure 2 minutes, je vous rassure, c'est pas long du tout. Pardon, j'avais coupé mon micro. Donc, je vous mets une petite vidéo qui permet de faire la conclusion de notre webinaire, qui nous apporte un témoignage que nous a transmis l'ANALCI. Je me permets, hop, normalement, ça devrait marcher si je le fais. Alors, je suis allée à l'école jusqu'à 15 ans. Je me suis aperçue au bout d'un moment, avec la scolarité de mes enfants, que je ne savais plus rien. Du peu que j'avais appris à l'école, je ne savais plus trop lire et encore moins écrire. Au travail, j'avais pas de problème à l'époque parce que c'était surtout un travail manuel où il n'y avait pas besoin de savoir écrire. Ensuite, on a toujours des petites choses pour empêcher que ça se voit. On n'a pas de stylo, on n'a pas de lunettes parce qu'on voit pas clair, on demande aux autres de le faire parce qu'on n'est pas équipé. On a toujours des petites façons de faire pour que les gens ne voient pas notre difficulté et que
Par contre, eux prennent la relève automatiquement et ça l'a très bien fait. L'ordinateur au travail, en fait, ça fait longtemps que je le côtoie. Quand je travaillais en restauration avec les fiches malades, mais c'était des logiciels tout près, donc il fallait apprendre où cliquer, à quelle heure, comment, nanana. Et une fois que tout était au carré, bah voilà, c'était pas dur. Et ensuite, on est arrivé à la tablette. Et bah là, c'était un logiciel aussi tout près, mais bah là, c'était un peu plus compliqué parce que sur la même tablette, on pouvait faire les bons travaux, les commandes, et puis ensuite, j'en ai eu besoin pour faire ma VAE. Et là, pour faire ma VAE, là, il fallait connaître Word, Excel, et là, c'est compliqué pour moi parce que je connaissais pas du tout. Eh ben, la bête, je l'ai bien domptée quand même. Je m'en sors bien. Et j'arrive à faire ce que je veux. Je suis pas très rapide, mais j'ai mon temps. Et puis ça va, on est bien, hein, lui et moi. Je pourrais plus m'en passer. Alors, merci à tous d'avoir répondu présent aujourd'hui. On arrive à la conclusion de notre webinaire. J'espère que ça a répondu à certaines de vos interrogations. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, notamment si vous souhaitez avoir les coordonnées des intervenants, si vous souhaitez qu'on fasse un point plus détaillé par rapport au cas où vous pouvez rencontrer. On reste à votre disposition. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous transmettre à tous un petit questionnaire. Je vous rassure, ça prendra 2 minutes à compléter pour avoir votre retour concernant donc, le contenu de ce matin, vos questions diverses et variées et surtout éventuellement vos souhaits pour de nouveaux événements dans la continuité de celui-ci pour l'année prochaine. On souhaite mettre en place peut-être des ateliers ou de nouveaux événements que j'espère cette fois-ci seront en présentiel. Donc, à travers ce questionnaire, ça nous permettra d'avoir vos remontées et de vous proposer des choses nouvelles pour 2022. Caroline, je te laisse éventuellement le petit mot de la fin pour la conclusion. Oui, je pense que je vais compléter tes propos et remercier l'ensemble des intervenants. C'était vraiment très, très riche en informations, en témoignages. On a énormément d'outils immobilisables. Vous avez compris qu'on était là sur le territoire pour vous accompagner. On a aussi compris qu'il y avait des terrains d'expérimentation à La Réunion, dont certains de nos adhérents sont déjà dans cette dynamique. Donc, nous en prenons note et on reviendra vers ces adhérents pour voir ce qui est possible de faire, pour vous accompagner au mieux. Il y a de la ressource sur le territoire, il y a énormément de richesses. Et donc, tout l'intérêt pour nous, c'est de travailler avec les partenaires dans un maillage territorial pour lutter contre l'illettrisme. Donc, très, très content des échanges et je pense que les rendez-vous seront pris très, très vite pour vous retrouver. Si je peux me permettre, si je peux parler. Oui. Est-ce que c'est possible de nous envoyer le PowerPoint? Oui, ce que je vous propose, vous avez mes coordonnées puisque je vous ai envoyé le lien de connexion. À ce moment-là, vous m'envoyez un petit mail et je vous le rebasculerai, il n'y a pas de souci. Super, merci beaucoup. De rien. Je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne continuation. Et oui, juste avant de quitter, un grand merci à Ludivine qui a très bien, bravo pour ta superbe coordination et sans toi, l'événement n'aurait pas peut-être été aussi bien réussi. Donc au nom de la délégation, bravo à toi Ludivine. Merci Caroline.
Alors, juste, je vais rajouter, vous allez dire, on va pas finir, mais si c'est passer le mot de la fin. On a enregistré donc ce matin la présentation. Alors, il y a eu un petit cafouillage au début, mais c'est rattrapable. Donc, j'espère qu'on pourra mettre en place un replay. On vous en informera, bien sûr, tous les participants de ce matin, on vous enverra le lien. Et puis, vous pourrez le communiquer si vous le souhaitez, du coup, pour des personnes qui n'ont pas pu être présentes là aujourd'hui, mais qui seraient intéressées pour le contenu de ce webinaire. Je vous remercie tous. Merci vraiment à tous nos invités et je vous dis à bientôt, j'espère. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir.